ça fait que je ne me souviens plus quand est-ce que j'ai dit ça, mais on me demandait de me décrire en 3 mots et je trouvais cela très, très difficile. Donc, je pense que oui, c'est la première définition à laquelle je souscrirais de moi-même. Maintenant, j'aurais pu avoir dit une écrivaine aussi, hein. Ce n'était pas un choix, disons, entre le masculin et le féminin, mais plutôt de dire que voilà, c'est ça. Toute ma vie, en fait, a été consacrée à l'écriture et que, bien sûr, j'ai eu une famille, des enfants, donc j'ai aussi eu d'autres activités et d'autres rôles, mais que, disons, arrivé, en regardant en arrière, je me rends compte que mon plus grand, disons, ma plus grande constance, c'était l'écriture et que sans cela, j'aurais été très, très malheureuse, en tout cas. Je pense que c'est les deux, parce que c'est vrai que pendant qu'on écrit un texte comme Manger l'autre, où je me suis vraiment, j'ai essayé d'aller le plus loin possible dans le corps de ma narratrice, qui est en fait le lieu où se passe toute l'histoire. Et être à l'intérieur de ce corps avec toutes ses souffrances, ses douleurs, ses questions, son questionnement, le rejet de la société, parce qu'il faut dire que c'est un corps obèse, morbidement obèse, ça demande aussi une implication de soi qui est aussi une sorte effectivement de dévoration, où on est happé et captif aussi de ce qu'on est en train de raconter et de dire. Mais en même temps, c'est tellement quelque part une nécessité que de raconter tout cela, que de parler de cette manière, de façon très extrêmement impliquée à la fois dans le corps et dans l'esprit et dans l'âme peut-être, que ça me sauve aussi quelque part de pouvoir ainsi parler du monde et parler de l'être humain, de cette exploration constante que je mène dans l'énigme humaine, je dirais. L'histoire m'est venue d'une façon assez, disons, inattendue, je dirais même presque banale, parce que j'étais aux États-Unis pour une tournée littéraire autour de la traduction d'un de mes précédents romans. Et comme je voyageais beaucoup, j'étais souvent dans les aéroports. Et quand j'attendais comme ça un avion, je voyais les gens autour de moi être tout le temps en train de manger. Que c'était comme une espèce de nécessité qui ne pouvait pas attendre une demi-heure ou une heure, ou même plus ou moins, sans avoir quelque chose à la main et donc en train de boire du coca ou manger des choses assez riches, comme on sait, qui sont disponibles dans ces cafés des aéroports américains. Et j'ai commencé à réfléchir à ce rapport à la nourriture que nous avons, parce que on est à la fois dans une société, dans un monde qui nous pousse à consommer et à mal consommer le plus souvent, dans un monde où on a vraiment industrialisé la nourriture à un point excessif, et d'autre part, on est aussi dans un culte de la minceur. Et en réfléchissant à tout cela, et après, bon, je ne vais pas trop détailler, mais c'est vrai que ça m'a donné envie de parler de cela, d'une jeune fille qui est une adolescente, qui est dans cette espèce d'état transitoire et qui va donc se retrouver piégée par son corps et être soumise à une souffrance immense à cause du regard des autres sur elle, de la société et même de ses parents. Oui, enfin, surtout par rapport au père. Souvent, dans mes livres, dans mes précédents romans, il y avait des pères violents. Là, on n'est pas avec un père violent du tout. Au contraire, il aime beaucoup. Il aime sa fille, mais il va être celui qui va
lui léguer une sorte de, je dirais presque de psychose, parce qu'en essayant de lui expliquer pourquoi elle est grosse, depuis qu'elle est enfant, il lui explique qu'en fait, elles étaient deux jumelles et qu'elles se sont fondues l'une dans l'autre, disons, et que c'est pour ça. Et il s'adresse à elle comme si elle était deux personnes. Et il cuisine comme si elle est pour deux personnes. Et elle, ce qu'elle comprend dans tout cela, c'est qu'elle a dévoré sa jumelle in utero. Et ayant été abandonnée par sa mère, qui, elle, était horrifiée en ayant ce bébé en surpoids extrême, et justement, la mère est américaine, ce qui renvoie un petit peu aux origines du roman. La mère s'enfuit et le père et la fille restent là dans cette espèce de huis clos où il essaie à la fois de l'aimer autant qu'il peut, et il est en train aussi de la détruire par la façon dont il l'élève. C'est vrai que ça a été un peu un thème récurrent, souvent parce que dans plusieurs de mes romans, il y a ce rapport avec ce qu'on considère être des monstres, en fait, entre guillemets, les monstres humains. Alors pour certains, c'est simplement parce qu'ils sont différents physiquement ou mentalement ou moralement. Et donc, ce sentiment de la différence conduit tout de suite l'autre à percevoir cette étrangeté comme étant une forme de monstruosité. Et en fait, alors que en général, dans ces histoires, on finit toujours par se rendre compte que non, en fait, c'est le contraire. C'est celui qui regarde et qui perçoit la différence de cette façon, c'est lui, en fait, qui est le monstre. Et là, effectivement, c'est exactement ça, c'est que le regard des autres, et dans ce romancier en particulier, c'est le regard permanent de la caméra, des écrans, d'Internet, des réseaux sociaux qui sont maintenant aujourd'hui qui représentent un regard constant sur soi, sur chacun, et qui devient pour elle une espèce de condamnation constante de ce qu'elle voit comme une difformité, ce que les autres perçoivent comme une difformité. Et pour moi, c'est aussi une envie de comprendre, mais de faire comprendre combien, en faisant cela, on rejette les autres et on les condamne à une sorte de souffrance extrême qu'ils n'ont mérité en aucune façon, et alors qu'au contraire, ils mériteraient notre amour et notre compassion. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, on vit dans une ère où on devient très narcissique par rapport à, enfin surtout les jeunes. Je pense un peu, par exemple, aux adolescentes qui font tout le temps des selfies ou qui se mettent en scène quasiment sur leurs réseaux sociaux, sur leurs comptes Facebook, Instagram, etc., et qui les met dans une espèce d'asservissement par rapport au look, par rapport à ce qu'elles sont, à leur apparence. Et que du jour au lendemain où cette apparence va changer, je pense que ça va les rendre extrêmement fragiles par rapport à leur propre corps, parce que dans l'adolescence, elles sont des corps qui changent. Et je crois que je voulais capturer ce moment de transition, mais aussi le montrer de l'autre point de vue, de celle qui n'ose plus se montrer parce qu'elle sait que ça va être presque à la lie, une curée par rapport à son apparence. Et ce désarroi-là, c'était vraiment un désarroi intérieur extrême, une souffrance extrême que je voulais raconter, et peut-être en particulier pour les femmes, leur montrer que notre rapport à notre corps est souvent faussé par ce regard extérieur, ce regard de l'autre, des magazines, des vedettes, etc. Et cette obligation de la minceur, du look qui nous détruit aussi notre rapport par rapport à nous-mêmes.
Je pense que oui, enfin, c'est un peu ce que je voudrais qu'il soit. Et pendant cette année où on a été justement face aux écrans, ça m'a, comme seul lien avec le monde, il faut dire, ça m'a vraiment amené à réfléchir, à beaucoup réfléchir sur ce qui nous a conduits là. Et donc, oui, je pense que la littérature, mais toutes les formes d'art sont un miroir beaucoup plus profond que justement cette surface des écrans qui est toujours plutôt superficielle, alors que les œuvres d'art, les peintures, la littérature, ça nous amène à creuser beaucoup plus profondément en soi-même et donc à voir au-delà du miroir, si vous voulez. Et pour moi, je pense que la littérature, c'est enfin, le regard des artistes en général essaye d'englober le monde dans sa totalité, dans son histoire et dans son devenir, d'une façon qui nous permettrait peut-être de mieux nous préserver, disons, de pandémies, par exemple, comme celle que nous vivons en ce moment, parce que les choses qui ont conduit à cela sont assez claires, mais on refuse parfois de confronter nos propres, les propres travers les propres choix de développement, par exemple, qui ont mené à cela. Et donc, s'arrêter dans un livre pendant 2 heures ou 3 heures ou 4 heures et passer ce temps avec des personnages qu'on va finir par aimer, enfin, je l'espère, et comprendre, ça nous permet aussi d'imaginer, de voir le monde autrement. Oui, absolument. Je pense que ce n'est pas juste une question de corps, c'est une question dans la tête, comment on se voit, comment on se conçoit, euh, comment est-ce qu'on se place, on se définit par rapport à la société. Et on peut voir aujourd'hui à quel point il y a un malaise par rapport à comment chaque personne, mais des groupes ou par exemple des femmes ou des noirs ou des handicapés se placent, se situent. Parce qu'il y aura toujours un regard de domination sur tous les groupes humains. Et ce regard de domination est celui qui aujourd'hui est le plus validé, je dirais, par notre société. Et c'est ce regard-là qu'il nous faut confronter constamment et essayer de trouver notre propre place. Et quand je dis nous, je parle aussi en tant que femme, je parle aussi en tant qu'une personne de couleur ou de peu importe, ou quelqu'un qui a été dans l'enfance extrêmement timide. Et je sais que pour se faire une place, quand on a cette absence de validité, c'est extrêmement difficile. Donc, en prenant cette histoire de cette jeune fille, jeune femme, qui, elle, est déjà dans une situation extrême, j'essaie aussi de dire, mais poser la question, comment est-ce qu'on se fait une place dans une société de plus en plus qui rejette la différence et qui rejette les faibles. Je pense que cela vient du fait que je suis née à l'île Maurice, mais quelqu'un d'hybride. Enfin, je suis toujours qualifiée d'hybride parce que mes arrière-grands-parents venaient d'Inde. Ils ont émigré à l'île Maurice dans des conditions difficiles. Donc, il y avait d'abord l'esclavage d'Afrique, de Madagascar, mais après l'abolition de l'esclavage, les travailleurs indiens ont été amenés pour travailler dans les champs de canne. Et l'île Maurice elle-même est constituée d'une espèce enfin, on parle de melting pot, c'est pas tout à fait vrai, ou de nation arc-en-ciel, ce qui est pas. Mais du coup, en tout cas culturellement, je suis vraiment j'ai une éducation plutôt occidentale, mais j'ai aussi une culture orientale, et donc on est à proximité de l'Afrique. Donc, je me sens vraiment comme quelqu'un qui peut appartenir au monde, mais qui, en même temps, doit toujours un peu justifier
qui elle est. Par exemple, dès le début, c'était pourquoi écrivez-vous en français, ce qui est peut-être une question normale, mais à la fin, c'est comme si on me demandait de justifier ma présence. Et puis à l'île Maurice aussi, il y a énormément de problèmes identitaires, une sorte de rigidification des barrières, des compartiments entre les différentes communautés qui reflètent un peu la situation dans le monde aussi, où il y a une espèce de revendication identitaire de plus en plus forte, avec des murs justement qui se construisent, des frontières qui se ferment. Et donc cette question de l'identité, elle est fondamentale, enfin elle a toujours été, mais elle l'est encore plus aujourd'hui, parce que je vois, pour moi, enfin, d'un point de vue un peu pessimiste, c'est un monde qui va en se rigidifiant et que les haines identitaires deviennent de plus en plus violentes et que ça m'inquiète énormément par rapport au monde. Oui, je pense qu'il fallait dans cette histoire que quelque chose, comme une espèce de lumière qui pénètre ce conte, je dirais, ce conte noir très sombre. Et je voulais aussi ne pas la laisser seule, totalement dans son désarroi. Et elle va rencontrer en fait quelqu'un qui est un peu son opposé, puisque c'est quelqu'un qui a été un SDF, donc qui sait ce que c'est que d'avoir faim, de ne pas avoir de toit, d'avoir froid. Et ces deux, disons, enfin, on pourrait dire, ces deux blessés de la vie qui se rencontrent vont vivre une très, très belle histoire d'amour où leur regard est presque un regard innocent l'un sur l'autre, un regard qui reconstruit l'autre. Et je trouve ça, enfin, peut-être qu'il me le fallait à moi aussi d'avoir ce moment dans l'histoire où on respire et où on sent que peut-être il y a une chance là. Bon, évidemment, comme je disais, c'est un conte noir, ça ne finit pas bien, mais c'est quand même quelque chose qui l'a rendu à elle-même. Et à nouveau, c'est cette question de regard que le regard peut offrir, et l'amour, évidemment, un amour généreux peut offrir à l'autre une voie de sortie de ce piège que représente la différence. Alors oui, là on se rend compte que sa génération, donc celle des réseaux sociaux, des selfies, où elle est constamment filmée par enfin, les copines de classe. Ce ne sont pas des copines, ce sont des personnes, des filles, des jeunes filles comme elle qui la filment pour la mettre pour se moquer d'elle en fait. Et malheureusement, à la fin, enfin, on ne va pas raconter le tout, mais elle aussi est piégée par cette envie d'être vue. Une fois qu'elle a été vue par cet homme et d'une façon qui lui rendait sa beauté, le sentiment de sa beauté, elle aussi éprouve le besoin qu'on reconnaisse sa beauté, à la fois extérieure et intérieure. Et c'est triste et tragique. Et en même temps, ça fait partie aujourd'hui de ce besoin d'être vu, de mise en scène et d'être sur les écrans comme tout le monde, quoi, de ne plus se cacher. C'est cette envie-là qui en elle la pousse un peu à se révéler, se dévoiler. Oui, c'est effectivement un hasard, mais ça ne l'est pas tellement parce que j'ai toujours eu ce sentiment qu'on était au fond de soi un peu confiné par un besoin d'apparence, comme on disait tout à l'heure, mais aussi par le fait que, je disais aussi que les écrans ne montrent de nous que l'apparence en fait, et que en fait, ce que cette pandémie nous a fait réaliser aussi, c'est que le contact humain, la chaleur humaine, l'échange des regards, des sourires en vrai,
c'est ce qui nous manque le plus et que ça, même si on avait l'habitude de voir des gens dans leur bulle, dans le chemin, sur la route avec leur téléphone, mais près du nez, qui ne regardent personne, une fois qu'on n'a plus cette possibilité d'échanger les regards en réalité ou derrière les masques, on se rend compte que non, cette bulle-là, elle ne remplacera jamais, jamais le contact humain. Et, et aussi que les écrans, ce sont des pixels, ce n'est pas la vraie réalité, c'est une représentation de la réalité dans laquelle nous sommes un peu obligés de vivre par les circonstances, mais qu'il nous faut aussi retrouver ce contact avec le monde réel. La beauté, c'est tout, c'est tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on voit autour de soi. Quand je regarde, enfin, j'écris en général en regardant par la fenêtre, justement pour pouvoir voir les changements des saisons, surtout depuis l'année dernière, puisque je suis un peu aussi coincée chez moi. Le changement des saisons, c'est comme un spectacle constant par la fenêtre. Mais aussi, depuis toujours, j'ai toujours regardé un peu, vu les gens au-delà de ce qu'ils montrent d'eux-mêmes, en essayant d'entrer derrière le regard, de pénétrer par intuition, disons, à l'intérieur d'eux. Et pour moi, cette beauté-là, elle est dans chacun d'entre nous, et c'est ça qui est l'essentiel, c'est d'aller vers le contact, qui est un vrai contact des cœurs, je dirais. Ça a l'air un peu cliché comme ça, mais je pense que c'est très important de ne pas l'oublier.